Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ilyes Tamouche. Je suis un doctorant à la faculté des sciences Ibn Tofayl, encadré par Madame Souad Derwish. Et j'ai un master en data science à la faculté de Semlalia. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une présentation sur un algorithme de classification non supervisée qui s'appelle K-means. On va voir une définition du clustering, les types de clustering, le K-means, on va voir l'algorithme de K-means, comment ça marche, et une petite implémentation de K-means en Python. Donc, premièrement, c'est quoi le clustering? Le clustering, c'est une technique de classification non supervisée qui aime à partitionner un ensemble de données en sous-classes, c'est-à-dire construire une collection d'objets similaires au sein d'une même classe et dissimilaires quand il appartient à des classes différentes. Je vais vous présenter un exemple. Par exemple, dans un restaurant, on a la table 1 et la table 2. Bon, les personnes dans la table 1, la relation entre eux, c'est une relation de travail, domaine, société, etc. Pour la table 2, les personnes qui sont dans la table 2, la relation entre eux, c'est une famille, père, mère et enfant. Donc, mais il n'y a pas une relation entre les personnes qui sont dans la table 1 et les personnes qui sont dans la table 2. Les domaines d'utilisation du clustering, il est utilisé comme un système de recommandation dans Amazon, un système de recommandation pour les films et les séries dans Netflix, et même il est utilisé dans Flickr Photo. Maintenant, on va voir les types de clustering. Le premier type, il s'appelle exclusive clustering. C'est-à-dire, les éléments appartiennent exclusivement à un groupe. Par exemple, comme vous pouvez voir dans l'exemple ici, les éléments, par exemple, un élément du cluster rouge, il appartient exclusivement au groupe rouge. Un élément du groupe bleu, il appartient exclusivement au groupe bleu. Le deuxième, c'est l'overlapping clustering. L'overlapping clustering, c'est-à-dire les éléments appartiennent à plusieurs groupes. Dans cet exemple ici, vous pouvez voir qu'un élément, il appartient au groupe bleu et au groupe rouge. Le dernier type de clustering, c'est l'hierarchical clustering. On a ici 4 phases. La première phase, on peut voir que on a 6 éléments, A, B, C, E, F et D. On peut voir que A et B sont similaires dans la première phase. Et E et D sont similaires. Donc, on peut combiner A et B et on peut combiner E et D. C'est bon. Dans la deuxième phase, on peut voir que la combinaison de A et B est similaire avec C. Donc, on combine la combinaison de A et B avec C. Dans la troisième phase, on peut voir que la combinaison de E et D est similaire avec F. Donc, on combine la combinaison de E et D avec F. Et dans la dernière phase, on peut voir que la combinaison de A, B, C est similaire avec la combinaison de F, E et D. Donc, on les combine. Maintenant, on va voir c'est quoi K-means clustering. K-means clustering est un algorithme qui a comme objectif grouper les éléments similaires dans un groupe. Un groupe, un cluster. Okay? Donc, K-means est un algorithme non supervisé de classification qui a comme objectif grouper les éléments similaires dans un groupe ou un cluster. Une petite remarque, K. Donc, K-means, elle représente le nombre de clusters. L'utilisation de K-means, on peut utiliser K-means dans la classification des documents. Par exemple, on classifie des documents par le domaine ou topics. Par exemple, un document d'économie dans le premier cluster, un document d'informatique dans le deuxième cluster, etc. On va voir maintenant comment l'algorithme K-means marche. On a ici
12 points, 12 data points. 4, 4, 4. On peut voir qu'on peut créer 3 groupes, 3 clusters. Les 4 premiers data points dans le premier. Les 4 deuxièmes dans le deuxième cluster. Les 3 derniers dans le troisième cluster. Mais maintenant, on va voir ce que l'ordinateur va faire. Donc, premièrement, on a 3 étapes. Sélectionner le nombre de groupes, c'est-à-dire sélectionner la valeur de K. Ici, on a sélectionné K égale à 3. Donc, 3 clusters. La deuxième chose, sélectionner au hasard 3 data points. Ces 3 data points, on les appelle les centroids. Okay? Troisièmement, calculer la distance entre le premier point et les 3 centroids. Donc, la première chose, on choisit un nombre de classes. Ici, on dit que K est égal à 3. La deuxième chose, j'ai sélectionné au hasard 3 data points, on les appelle les centroids. Ici, j'ai sélectionné ce point-là, rouge, ce point-là, bleu, et ce point-là, vert. On les appelle les centroids. Maintenant, on va voir, ce point-là appartient à quelle classe, ce point-là. On va calculer la distance entre le premier point avec le cluster rouge, la distance entre le premier point avec le centroid bleu, et la distance entre le premier point avec le centroid vert. Et on va attribuer le premier point au cluster le plus proche. Donc, il va être dans le cluster rouge. L'étape 5, c'est de calculer la valeur moyenne, c'est-à-dire le mean, en incluant le nouveau point du cluster rouge. Et on répète la même procédure. Pour le deuxième point, ici, on va calculer la distance entre ce point-là avec la valeur moyenne. On va calculer la distance entre ce point-là avec le centroid bleu. On va calculer la distance entre ce point-là avec le centroid vert. On va trouver que ce point-là appartient au cluster rouge. Et on termine. Maintenant, pour le troisième point, on va répéter la même procédure. On va calculer la distance entre ce point-là avec la valeur moyenne du cluster rouge. On va calculer la distance entre ce point-là avec le centroid bleu. Et on va calculer la distance entre ce point-là avec le centroid vert. Donc, on va trouver que ce point-là appartient au cluster rouge. Et on va terminer. Donc, comme une récapitulation, on a 3 étapes. On calcule la distance pour ce point-là, par exemple. Pour ce point-là, on va calculer la distance entre ce point-là avec la valeur moyenne du cluster rouge, la distance entre ce point-là avec ce centroid bleu, et la distance entre ce point-là avec le centroid vert. Et après, on va attribuer le point au cluster le plus proche, c'est-à-dire au cluster bleu. Et la dernière étape, c'est de calculer la valeur moyenne, la nouvelle valeur moyenne. On va terminer. Pour ces 4 points-là, ces points sont situés près du centroid vert. Ces points-là, ils sont situés près du centroid vert, donc ils vont être assignés au cluster vert. Donc maintenant, on va voir le résultat. Ceci, c'est le résultat de la première itération. Mais bon, il y en a des erreurs. Ici, c'est le résultat attendu. Pardon. Mais maintenant, on va passer à la deuxième itération. La deuxième itération, on va répéter le même processus. Mais maintenant, on va sélectionner au hasard 3 data points qui sont différentes des data points qu'on a choisis dans la première itération. Maintenant, on va choisir ces data points-là, celui-ci et celui-là. Ce sont les 3 nouvelles centroids. Et on va appliquer l'algorithme. On a comme résultat, celui-ci c'est le résultat de la deuxième itération. On passe maintenant à la troisième itération. On va sélectionner au hasard 3 data points qui sont différents des centroids de la première itération et la deuxième itération. Par exemple, maintenant, je vais choisir ce centroid-là, et celui-ci. Et avoir quand
résultat, celui-ci, c'est le résultat. L'algorithme se termine quand le résultat ne change pas. Donc, l'algorithme se termine. Les itérations se terminent quand le groupement, les clusters, ne change pas. Maintenant, on va voir une petite implémentation en utilisant Python. Donc, premièrement, on va importer les bibliothèques Panda. La bibliothèque Panda, c'est une bibliothèque de manipulation des données. La deuxième librairie, c'est scikit-learn. On va importer Camins pour appliquer l'algorithme Camins. Et la troisième librairie, c'est une librairie Matplotlib qui permet de tracer des graphes. Donc, on va voir. La deuxième étape, c'est de charger les données. Ilyes, il faut changer d'écran. On voit toujours le PowerPoint. Okay. Donc, il faut fermer le PowerPoint et revenir. Oh, c'est bon? Ah, bien, c'est bon. Okay. Donc, je vais refaire ce que je dis. Maintenant, on va voir une implémentation de Camins en utilisant Python dans Anaconda. La première des choses, on a l'importation des bibliothèques. La première bibliothèque, c'est Panda. Il nous permet de manipuler les données. La deuxième bibliothèque, c'est scikit-learn, import Camins, pour appliquer l'algorithme Camins. Et la dernière bibliothèque, c'est Matplotlib. Il nous permet de tracer des graphes. La deuxième phase, c'est le chargement des données. J'ai créé un data frame def. Il contient des données X et Y. Par exemple, c'est ce data point-là, 1239. Celui-ci là. 1239. Le deuxième data point, 2036. C'est celui-ci. 2036. Et on termine. La troisième phase, c'est l'application de l'algorithme Camins. Donc, premièrement, Camins entre deux parenthèses, le nombre de clusters, j'ai choisi trois clusters. C'est tout. Après, Camins.fit les données, ces données-là. Donc, on va adapter le modèle sur les données. La troisième chose, on va afficher les centroids. Par exemple, le premier centroid, il a comme X, 23, comme Y, 44. Et maintenant, on va voir un graphe c'est-à-dire tracer un graphe contenant X, et les données X, les données de Y, les données de X, les données de Y, mais avec les centroids. Il va afficher les centroids avec la couleur rouge. On peut voir ici que l'algorithme Camins, en utilisant trois clusters, les données sont bien groupées. On a ici le premier groupe avec le premier centroid, 23, 44. Ici, c'est 23, 44. Celui-ci, c'est le premier centroid. Et là, le premier cluster. Celui-ci, c'est le deuxième cluster avec le deuxième centroid. Et là, c'est le troisième cluster avec le troisième centroid. Bon, pour les limitations de Camins. Camins travaille seulement avec les numerical data, les données qui sont numériques. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on s'est joué. Oui, merci. Bien sûr, c'est intéressant comme présentation, surtout qu'il y a une partie présentation du concept des Camins et puis l'implémentation de l'algorithme. Donc, merci. Je pense c'est bon, il n'y a qu'à Ilyes. OK. Quelle est des questions? D'ailleurs, à la fin, on a besoin de données numériques pour utiliser les Camins.
justement, il y a une question qui va dans ce sens. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour les données qualitatives? Est-ce qu'il y a moyen de l'adapter à des méthodes qualitatives? Pour les limitations, j'ai trouvé seulement cette limitation-là, mais je n'ai pas testé si on peut changer les données de catégorie Oui. à des données numériques. Hmm. Mais je pense si on peut utiliser une fonction qui s'appelle One Hot Encoder pour Oui. One Hot Encoder. C'est ça, oui. Hmm. C'est une fonction qui permet qu'on d'obtenir l'applique à Hmm. domaine de deep learning, neural networks. D'accord. OK, donc merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez intervenir directement. Il a des questions. Jawad, Oui, oui, quand même. une petite question pour Ilyes. Merci Ilyes de votre présentation. Ilyes, si on a par exemple deux exécutions de clustering Camille, est-ce qu'on peut avoir les mêmes résultats? Si on a deux exécutions de l'algorithme Camille, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il obtienne les mêmes résultats du clustering? Une minute après. Merci. Puisque l'algorithme de clustering Camille s'appuie sur les minima locaux et qui pourrait également correspondre aux minima globaux dans certains cas. Mais pas toujours. Tu parles sur le nombre des clusters. Si on est-ce que si on l'exécute deux fois, on obtient la même répartition des éléments entre les différents clusters? Même résultat. Le même résultat. Je vais tester. Ilyes, si on a la même valeur, la réponse c'est on a la même valeur de départ pour chaque exécution. On aura on a toujours le même résultat. Oui, moi aussi, tu as le même résultat. Même résultat. Si on prend les valeurs de départ différentes, on va dire qu'il y a des choses différentes parce qu'ils se basent sur les minimums locaux et qui peuvent bien sûr correspondre aux minimums globaux dans certains cas. Mais ce n'est pas toujours. Les locaux, au moins les minimums globaux, et que ça va être le même résultat. Ok, merci. Okay. Il y a des commentaires, bien sûr. Qu'il y a une question, mais par rapport à la dernière question, ce qui égale d'ailleurs si Youssef, ça dépend puisque les calculs, ils sont déterministes. Après, quand je prends, une fois que j'ai choisi les valeurs initiales, après, tout est déterminé. Il n'y a pas de... Donc, c'est sûr qu'on retrouve je pense, on retrouve le même résultat. Mais comme le choix au départ, on le fait d'une manière aléatoire, donc normalement, on suppose qu'on n'a pas une idée de la répartition des éléments, des points. Donc, qui est une autre question, c'est quelle est la différence entre clustering et classification? Est-ce qu'il y a une réponse à... Normalement, il n'y a pas une grande différence, mais quand même, en général, classifié, c'est... En général, nous avons 2 classes ou 3 classes. Clustering, si on cherche des groupes. Généralement, le clustering, on peut avoir plusieurs classes dans un seul cluster. C'est ça, oui. Sauf si vous pouvez trouver plusieurs objets de différentes classes.
بالنسبه للكلاسيفيكاسيون كيكون الاوتبوت معروف بالنسبه لينا. اما بالنسبه للكلاسترين طونك هي اون تكنيك نون سوبرفيزي كيكون الاوتبوت ما معروفش بالنسبه لينا. C'est non supervisé. Donc, c'est la machine qui va déterminer l'ensemble des clustering après l'exécution. Ilyes. Oui. Mais j'aimerais la question, est-ce que le clustering, est-ce qu'on peut l'utiliser pour améliorer la précision du modèle de régression linéaire, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé? Oui, bien sûr. On l'utilise souvent. On mixe le clustering pour avoir une idée. Pour avoir bien sûr. Better accuracy. Oui, bien sûr. Le clustering, parfois, il est utilisé comme étape de pré-traitement. Un petit peu comme la CP. Comme ça, vous pouvez créer des différents modèles pour les différents groupes. Il y a une méthode de clustering, c'est-à-dire l'identification des groupes. Très bien. Donc, le tout pré-traitement des données, c'est intéressant d'utiliser du clustering. Qu'il y ait une remarque, on peut l'utiliser même avec la classification des images. D'ailleurs, il est commun de l'utiliser avec des images médicales, le clustering. Oui, le clustering, il rassemble. Monsieur Msardin qui va intervenir après, lui, il va utiliser les topologies, c'est-à-dire l'analyse topologique des données. Et quand on dit analyse topologique de données, ça veut dire nous allons essayer de trouver quelque chose qui définit une distance et chercher les points qui sont proches. Le CAMIS, c'est un petit peu la même chose. On cherche les points qui sont proches et on crée des sous-ensembles, des groupes. Après, on prend les groupes et on fait le traitement, on fait soit de la classification, d'accord, sur les groupes. Une question de Moutaoukila Sijal. Oui. Dans quelle étape peut-on utiliser la mesure de similarité et comment? Dans quelle étape? On utilise la mesure de similarité et comment? Il y a les similarités, mais c'est qu'on dit. La similarité, c'est un concept très, très large. Par exemple, lorsque tout ce que nous sommes en train de faire, d'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de dire. On définit sur un ensemble de données une certaine distance, ou une topologie, ou une similarité, ou une corrélation, tout ce qu'on veut, et on regroupe les éléments qui sont similaires. Par exemple, les GNN, les graphes neural networks, nous avons des points, nous définissons la similarité à travers les liaisons. D'accord? Parce que donc, on dit que deux points du graphe sont proches, sont voisins, s'ils sont liés. Ou bien s'ils sont liés par un nœud intermédiaire, ils sont aussi plus proches que s'ils ne sont pas du tout liés. Dans l'espace embedding, l'espace de plongement, l'espace où on veut représenter ces nœuds on va dire qu'ils sont similaires lorsque le produit scalaire des vecteurs qui les représentent prend si l'angle est plus petit que 90 degrés, c'est-à-dire presque égal à 0. On dit qu'ils sont similaires. Ça ressemble un petit peu à la notion de quoi qui sont, comment on dit, les statistiques. Ce que j'ai dit avant, le produit scalaire, ça correspond à la corrélation. Ils sont corrélés. Corrélés, surtout positivement. Donc, la similarité, c'est soit que les deux vecteurs qui représentent les données dans un espace de plongement, d'embedding, et sont donc le produit scalaire est positif, ou alors, lorsqu'on a des données, c'est lorsque ils sont liés, ils ont des liaisons très fortes entre eux. Donc, on suppose que les points qui sont liés dans un graphe sont similaires. Mais c'est général. Lorsqu'on va prendre un corps, Rachid va nous présenter après les TDA, et on va parler aussi de cette notion de similarité, de proximité, de clustering aussi.
c'est pas différent des k-means. C'est pas la même chose, mais c'est un peu les mêmes objectifs. Oui, c'est Kamal. Si Youssef. Je t'appelle aujourd'hui Kamal. Il y a une remarque peut-être de Raoul Mohamed concernant le choix des centroïdes. Les points donc, puisqu'ils seront choisis d'une manière aléatoire, on pourrait avoir dans un premier temps des distances importantes pour des centroïdes trop loin, parce que ça va alourdir le traitement. Est-ce vraiment le choix et laisser au hasard pour approcher un point à son groupe? C'est Elias. Donc, le choix des centroïdes. Comment ça se fait? Les centroids, premièrement, qui تختاروا aléatoirement. Oui. وكيبقاو كل ايتيراسيون كيتختاروا دي سنترويز جداد كل ايتيراسيون. الالغوريثم كيوقف فاش الجروبمون ما كيبقاش يتبدل. ولي سنترويز ما كيبقاوش يتبدلوا. حيت باغ اكزومبل عندنا 12 بوين واختارين تكون درت في ليكزومبل 12 داتا بوينتس. وفي دوك 12 داتا بوينتس درت 3 ديال كا ايتيغال 3. في البدايه كيختار ليا 3 ديال لي سنترويدز. ليتيراسيون الثانيه كيختار 3 ديال لي سنترويد اخرين من غير دوك الاولى. وي. وكيبقى كيكمل. فوقاش الالغوريثم كيوقف فاش لي سنترويد ما كيبقاوش ما كاينش دي سنترويد جداد وفاش لو ريزولطا ديال الكلاستر ما كيبقاش يتبدل. سي سا ça veut dire كيوصل لان ايتا ستاسيونير. وي. غير بيان سور كاين دو كيسيون كاين quand même كاين une réponse لهذه ديال la remarque la question ديال monsieur Belraoui. C'est en général lorsque on travaille dans un domaine, on ne néglige pas notre expertise. En général, c'est un financier qui va travailler, par exemple, pour faire un clustering sur, par exemple, les clients, sur les produits. Un architecte ou un jeu. D'ailleurs, des gens qui travaillent sur le stockage de l'hydrogène à Irizen, eux, ils ont leur expertise. C'est-à-dire, c'est pas le choix aléatoire, on le dit, mais c'est pas ce qu'on fait en général. En général, nous avons une idée de ce qu'on fait. C'est un peu le calcul des structures, tous les calculs en général. C'est aide à la décision. C'est pas lui qui décide. En général, nous avons une idée de la solution finale. Nous avons une idée, par exemple, du clustering, des clusters. Nous avons une idée, donc on choisit. L'idée n'est pas précise, n'est pas très claire. Donc le choix des centroïdes, il n'est pas laissé au hasard. Et autre chose, le choix, en général, le choix de cas aussi n'est pas toujours laissé au hasard. D'accord, le choix de cas. Il y a une question. À quel point le choix de cas agit sur le temps de traitement et la précision de la classification? Donc, بالنسبه لهذا السؤال ديال هذا لو نومبر دو كا لو نومبر ديال الكلاستر بطبيعه الحال ماشي كل مره كنختاروا كا ايتيغال 3 كاينه اون ميثود كتسمى البو ميثود كاين واحد لا ميثود كتسمى البو فين اون فونكسيون ديال اون فونكسيون اون بوكل من 1 ل 10 وكيبقى كامينز كيتيري مثلا ديك لا فونكسيون ديك لا بوكل من 1 ل 10 في البدايه كا ايتيغال 1 كيعطيني لو ريزولطا وكيعطيني واحد الحاجه كتسمى السم اوف سكوير لا مارج ديغور وموراها كيدوز الكا ايتيغال 2 وكيعطيني مارج ديغور موراها كا ايتيغال 3 وكيبقى غادي حتى كيوصل لكا ايتيغال 9 علاش سماها باش نبين لكم فاش كان كيبان لكم سي بيان مزيان اوكي دونك هذه هي لا ميثود هنايا ديفينينا واحد اس اس او خاوي ابري غندير واحد الرينج ديال كا من 1 ل 10 اوكي مورا غادي نطبق الالغوريثم ديال كامينز بالنيميرو ديال كلاستر من 1 ل 10 غنبداو نيميرو د كلاستر واحد غنبداو بكا ايتيغال 1 موراها كا ايتيغال 2 موراها كا ايتيغال 3 حتى كيوصل ليا لاخر ايتيراسيون ابري هاد اس اس او اللي كانت خاويه كناباندي فيها هاد انيرسيا زعما لا مارش ديال موراها
هنا بلوت يعني تراسي ديال الجراف هذا كيتسمى البو بلوت. فاش كنختاروا هذه اللي كتجي هنايا في هذا الالبو. هذا الالبو اللي بالنسبه للالبو هو يعني الكوع. داكشي علاش كتسمى البو ميثود، يعني كنختاروا ديكا اللي كتجي في هذه الجهه ديال الكوع. دونك هنايا الا شفنا في هذا ليكزومبل هذا غادي نختاروا هذه اللي جايه في هذا الكوع اللي هي 3 صافي. هذه بالنسبه للاختيار ديال الكا، يعني الطريقه باش كنختاروا. اوكي وي هنا غير ان بوتي كومبليمون. سي سكون في هذا دابا هكا كيتسمى بحال ان هيبر بارامتر دان الغوريثم ان بو بحال في الانتيليجنس ارتيفيسيال في ريزو دو نورون لو نومبر دو كوش ولا un peu pour le taux d'apprentissage. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit choisir. Et les éléments en général, on les choisit par aussi des algorithmes qui travaillent qui essaient de tuner, de faire du fine-tuning, d'ajuster les hyperparamètres. Une question à Elias. Quand tu utilises, tu prends des points aléatoires. Supposons que je prends des points aléatoires. J'obtiens un groupement, un clustering. Oui. Est-ce que je ne le traite pas exactement comme tu as fait pour K? Pour être sûr, je prends d'autres points centroïdes où je fais un petit peu initiaux, où je fais un peu ce qu'ils donnent. Et à la fin, je compare les deux clusterings. Donc, il y en a 2 questions. Est-ce qu'il y a possibilité de comparer 2 clusterings pour dire quel est le meilleur avec les K-means? Comment on fait pour dire que le groupement est meilleur que Ada? Parce que Ada, il a groupé les points. Donc, est-ce qu'il y a moyen? Deuxièmement, est-ce que ça peut nous aider aussi à ajuster le choix les points de départ pour être sûr que ça n'a pas posé de problème? Oui, فهمت. بالنسبه للكاميز ما غاديش نقدروا نعرفوا الاكوريسي ديال الموديل حيت ما عندناش واحد الاوتبوت. دونك ما نقدروش نعرفوا واش هذا الموديل عندنا كوميم الاوتبوت هما لي كلوستر. اي ولكن ما عندناش داك الاوتبوت ديال التيست. مثلا فاش الا خدمنا باللينير ريغريشن كيكون عندنا يعني ديال كيكون عندنا التيست كيكون عندنا ترين كيكون عندنا باز دوني مقسومه على 2 ترين داتا وموراها تيست داتا. بالنسبه لهنايا طونك هذا الغوريثم نون سوبرفيزي دونك ما عندناش باش نتيستو باش نعرفوا الاكوريسي ديال الموديل. Il faut aller creuser. Du moment qu'on a 2 clusters ou 3 clusters, ça dépend de cas. Oui. Je peux voir est-ce que les points sont regroupés ou là. Est-ce qu'il y a dans quel schéma, dans quelle exécution, les points sont plus regroupés que les autres. Est-ce que on a des choses un peu dispersées ou d'accord, je pose des questions, je ne veux pas apporter de solution. Je pense qu'il y a mais là, quand même, j'ai un résultat, moi, les groupements. Oui, c'est Youssef. Oui, c'est Jawad. Quelle d'autres questions toujours? Je pense que les autres, la dernière, c'est ça fait d'accord. À quel point oui, je les compare les centroïdes par l'initialisation des points dans les réseaux de neurones. Ça va pousser vers une convergence rapide. Bien sûr, le choix des centroïdes est déterminant, certainement. Mais il faut faire une analyse. Est-ce que les schémas par exemple, d'intégration, l'équation différentielle, est-ce que l'algorithme, à quel point l'algorithme dépend du choix des points initiaux? Ou rapidement il va se rectifier, ou il va, d'accord? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il converge bien? Ou est-ce qu'il y a une influence? Les matrices, est-ce qu'il est conditionné, mal conditionné, etc. Il y a des moyens pour dire que ça va. Est-ce que le choix a un impact ou là n'a pas vraiment un impact? Un petit peu près les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, on initialise les poids. D'accord? Les W. Au début, on doit les initialiser. On les initialise de manière aléatoire.
Beaucoup de gens disent qu'on peut les initialiser en leur donnant 0 comme valeur. Et ils disent que ça n'impacte pas la solution finale. Mais parfois, des gens disent non, c'est un chose aléatoire parce qu'il y a un impact. Donc, c'est une question qu'il faudrait peut-être aussi creuser. Je pense que... Ça fait, donc, ou bien, qu'il y a une dernière remarque, je pense qu'il faut faire une évaluation qualitative par l'observation. C'est quelque chose de général. En général, l'intelligence artificielle, elle est utilisée en général par des experts, par des gens du domaine. Donc, ils doivent avoir la capacité de juger. On aimerait bien, en plus de ça, avoir une évaluation, une estimation de l'algorithme lui-même pour rectifier, pour changer parfois, de se réadapter, et qu'on est un peu plus intelligent.